Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. C'est un récit fort publié dans Le Monde des idées. La plume de l'écrivain Eri De Luca narre ces 2 semaines à bord du Prudence, le navire de sauvetage affrété par Médecins sans frontières pour aider les réfugiés. Près de la côte libyenne, 3 bateaux pneumatiques sont signalés en partance dans la nuit des plages de Sabrata. Eri De Luca interpelle le lecteur. Un des canots remorqués se renverse. 97 personnes se noient. Quand il s'agit de vies humaines, il faut les écrire en lettres et non pas en chiffres. 27, en revanche, sont admises à la loterie du salut. Un récit fort et politique indispensable pour sonder l'âme humaine et comprendre la crise des réfugiés. Les titres. Une élection peut-elle se gagner en 140 signes? C'est la séquence point de vue avec le journaliste Sébastien Pisane et le sondeur Jérôme Paul. L'avènement des réseaux sociaux et les mutations de la communication politique. Décryptage avec Marie-Ange Philippe et Xavier Affre. Avec l'utilisation des réseaux sociaux et l'instantanéité de l'information, la communication politique se trouve bouleversée. C'est la séquence point de vue de Pendant le 20h. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jérôme, Bonsoir. Jérôme Paoli, sondeur, Sébastien Pisane, journaliste, Corse Matin. Alors, un chiffre pour débuter votre conversation. 40% des Français s'informent via les réseaux sociaux selon le Reuters Digital News Report et près de 44% utilisent leur portable. Cela ne cesse d'augmenter au fil des ans. Selon vous, est-ce que cela participe à une certaine forme de modernité de la communication politique ? Y compris d'un point de vue de l'information pour nous les journalistes et pour les communicants que vous êtes, Jérôme. Sébastien. Est-ce que c'est vraiment de l'ordre de la modernité? Finalement, je crois que, d'ailleurs, les chiffres que vous avez donnés parlent d'eux-mêmes. Hier, comme aujourd'hui, tout homme politique a intérêt à se porter sur les supports à travers lesquels son message sera le plus largement entendu. Aujourd'hui, être coupé des réseaux sociaux en général, ou en tout cas de cet univers numérique, digital, j'ai envie de dire que ce serait une pure hérésie, surtout lorsque ces hommes politiques évoluent au niveau de la dernière élection présidentielle. Donc pas véritablement, oui, modernité à travers l'outil, qui est sans doute l'outil dernier cri, mais moi j'y vois plutôt des gens qui cherchent tout simplement à se tenir à la page et à utiliser les médias, les supports le plus utilisés par ceux qui, les citoyens et donc leurs futurs électeurs. Jérôme, est-ce que cela change néanmoins la perception qu'on peut avoir? Pour répondre à Sébastien, c'est pas la modernité, c'est vivre avec son temps. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps, et quand on voit les enfants aujourd'hui, ils sont sur des iPads, sur des iPhones, ils n'achètent pas les journaux dans des kiosques. Donc les outils d'aujourd'hui... Mais je vous rappelle que d'ailleurs les journaux désormais se lisent également sur des tablettes. Hein. Aussi, mais... c'est beaucoup plus difficile et c'est pas encore quelque chose de très très naturel non plus. Ils se lisent de moins en moins, ça c'est une réalité. Mais aujourd'hui, les outils de communication, c'est de notre époque, ce sont les réseaux sociaux et les tweets en particulier. Donc effectivement, on peut pas. Les tweets, on peut pas c'est vrai. de ça. C'était particulièrement vrai, je trouve, en 2012. L'une des évolutions intéressantes de cette dernière élection présidentielle 2017, c'est qu'on s'est rendu compte que vraiment aujourd'hui, l'ensemble des candidats se portaient sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il suffit de voir notamment, il y en a un qui a particulièrement bien utilisé YouTube, c'est Jean-Luc Mélenchon avec sa chaîne politique virtuelle qui a largement contribué à sa très très bonne campagne d'avant-premier tour. Donc là maintenant ils sont présents un peu sur l'ensemble des supports. Parce que mais il y a une différence, c'est que les réseaux sociaux, Ségolène Royal y était aussi quand elle s'est présentée, enfin Sarkozy, Nicolas Sarkozy aussi. Aujourd'hui la grosse différence, c'est que les commentaires et les prises de position politiques ont été faites avec des tweets. Et que le tweet, c'est vraiment l'outil de communication des hommes politiques aujourd'hui, y compris encore, si vous regardez, il n'y a plus de communiqué de presse ou très peu de l'Assemblée de Corse. Oui, on annonce son je vous assure que ça existe toujours. Oui, mais ils sont beaucoup plus longs. Ça existe toujours. Je veux dire, les déclarations importantes se font sur un tweet. Ouais. Y compris par les 2 présidents, et on l'a même ici, donc c'est même redescendu au niveau, j'allais dire, régional, mais le tweet est l'outil de communication, et les journalistes, aujourd'hui, quand vous prenez une émission politique à la télévision, vous avez des tweets qui apparaissent à l'écran. Tout à fait. Et les journalistes s'abreuvent ou se nourrissent des tweets des hommes politiques et utilisent aussi les tweets du grand public
pour alimenter des débats publics. Alors, un chiffre pour étayer ce que vous venez de dire, Jérôme, 54,8 millions de tweets au sujet de l'élection présidentielle. Alors, ce chiffre correspond à une période début de l'élection, début de la campagne officielle en mars-avril de l'élection présidentielle. Bon, c'est colossal, hein, 54,8 millions de tweets. C'est vertigineux, alors c'est une quantité très très impressionnante. Maintenant, après, il faut rentrer aussi dans l'aspect qualitatif. Parce que finalement, derrière ces tweets, on a bien sûr les tweets des candidats eux-mêmes, les partages qui en sont faits par leurs partisans, donc plutôt un buzz positif, mais se trouvent également tous ces tweets qui participent d'un buzz négatif, tel qu'il peut se porter sur tel ou tel candidat, parce que Twitter est également, c'est vrai que c'est un élément de communication, c'est aussi un élément de dénigrement qui peut être utilisé à l'encontre d'un candidat. On a vu énormément d'ailleurs de tweets, parce que les tweets, on parle toujours des 140 signes, mais les tweets s'accompagnent également d'images, et on a vu de nombreuses images reprises, totalement détournées. Donc c'est vrai que c'est une arme à double tranchant finalement. Alors, mais le tweet, il a évolué. Parce que quand ça a débuté, les hommes politiques, y compris les hommes politiques nationaux, utilisaient le tweet comme un agenda. C'était je serai présent à telle manifestation, tel jour. D'ailleurs, ça au niveau local, c'est encore très vrai. Exactement. C'est très intéressant de revoir les anciens tweets. Et les tweets, c'était ça au début. Et tout le questionnement, moi j'en parlais avec des spécialistes de la communication à Paris qui me disaient les mecs ont rien compris. Parce que le tweet n'est pas fait pour dire je serai à telle heure, à tel endroit. Le tweet est fait pour faire passer un message à la limite politique ou avec du contenu. Alors du contenu court, puisque c'est 140 signes. On ne fait pas un communiqué de presse avec un tweet, mais on réagit. Et aujourd'hui, un Premier ministre, quand il a quelque chose à dire, il fait un tweet. Il fait pas, il appelle plus l'AFP. Enfin, mais l'évolution, si l'évolution est président est très intéressante. Qui se portera un peu comme peut l'être Trump, qui alors lui communique énormément par Trump ne fait que communiquer par tweet. Toute sa politique, elle est uniquement basée là-dessus. Alors ça pose aussi un problème, c'est que ça reste très factuel. En fait, mais il n'y a pas le fond n'est pas, le tweet n'est pas fait pour faire du fond. Non, mais c'est vrai que le tweet est particulièrement intéressant, je pense, pour l'homme politique quel qu'il soit. D'abord parce que bien sûr il y a ses abonnés qui, comme ça, reçoivent sans filtre l'information qu'ils souhaitent renvoyer. Il n'y a pas de nombreux partages ensuite qui sont faits. Et puis, c'est vrai, les journalistes, il y a une catégorie professionnelle qui est particulièrement présente sur Twitter, ce sont les journalistes. On est tous un peu aux aguets de ce que, au niveau local ou au niveau national, peuvent dire les politiques. Et c'est vrai qu'on reprend énormément leur tweet. Alors, est-ce que c'est pas le règne, excusez-moi messieurs, mais est-ce que ce n'est pas le règne du commentaires Twitter, la sphère Twitter. Est-ce que ce n'est pas ça? On commente des commentaires et chaque commentaire nourrit. Vous savez, c'est la tautologie. L'œuf et la poule presque. Les hommes politiques avec le tweet, ce qu'ils ont créé, c'est leur propre fil d'actualité. Ouais. Avant, les fils d'actualité, c'était l'AFP, Reuters, enfin les agences de presse. Aujourd'hui, avec le tweet, ils ont réussi à faire un fil d'actualité qui s'adresse aux journalistes, puisqu'ils les reprennent, mais aussi en direct avec leurs concitoyens, avec leurs électeurs, etc. Sauf que sur un fil d'actualité, on donne des faits bruts. Moi, je rejoins ce que dit Philippe, c'est-à-dire qu'on est souvent aussi dans le commentaire ou la réaction, à tel point que parfois, d'ailleurs, certains politiques réagissent un peu trop vite et sont poursuivis durant des années par des tweets. Ils ont beau essayer de les effacer de leur mur du fait des partages. Eh bien, quand on balance sur Twitter, c'est pour la vie. Je passe envie. Mais ça sert à tout. Donc, ça sert à faire passer un message, une information. Ça sert à, je vais être un peu trivial, à dézinguer un concurrent. Oui, la bonne phrase. Morano fait ça très bien. Enfin, il y en a 2-3 comme ça qui sont assez spécialistes. Donc mais ils ont en fait leur tuyau de communication qu'ils maîtrisent du début à la fin. Et ça, c'est intéressant. Alors, il n'y a plus de sélection. Notre volonté ici, c'est vous le savez maintenant que vous suivez depuis le mois de septembre pendant le 20h, c'est de décrypter la communication politique. Également, est-ce que vous avez le sentiment que lorsqu'un président, Emmanuel Macron, se veut jupitérien, nous avons proposé une émission pendant le 20h sur ce terme, est-ce que vous avez le sentiment que cela ne correspond pas avec l'instantanéité que propose la twittosphère? Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, oui, il y a eu un tweet. On a une photo. Voilà, il y a ce tweet-là. C'est un selfie, monsieur. Un selfie qui a été énormément détourné. Voilà, c'est un exemple très intéressant. Il a été détourné à toutes les sauces. D'ailleurs, l'équipe de Pendant le 20h le sait particulièrement. Tout à fait. Parce que nous-mêmes, nous sommes prêtés à ce jeu-là, n'est-ce pas? Pour l'instant,
on peut pas dire qu'il Non, utilise c'est vrai. beaucoup le tweet. Alors les équipes de communication à l'Élysée sont peut-être pas encore très opérationnelles, mais j'ai pas l'impression que ce soit le plus... Ah, les équipes, ça m'intéresse le terme que vous venez d'utiliser, parce que le fil direct que l'on nous vend entre le politique et ceux qui le suivent, certes c'est vrai dans bien des cas, sauf que désormais c'est devenu un tel support de communication qu'on a des équipes derrière. C'est ce que je t'ai dit. On a des C'est ce que j'ai dit. community C'est un fil de managers, communication. Oui, d'accord. C'est un fil d'actualité. Il est nourri par le service de presse du ministère, des C'est en ça ministères. que ça tient, dans certains cas, à une espèce de miroir aux alouettes. C'est pas directement le politique, parfois, qui s'adresse directement à nous. Surtout quand il est Je pense censé qu'il être très occupé y a par même ailleurs. une catégorie de politiques qui ne doivent même pas savoir l'allumer, l'ordinateur, si tu veux. Donc, c'est clair. évidemment qu'à un moment Quand donné... on voit les images du Sénat, on les voit tous quand même en train Oui, de... à l'Assemblée nationale également. Parce que ça se rajeunit petit à petit. Est-ce qu'on peut faire une sorte d'analogie avec le militantisme, la communication des années 80-90 ? Avant, c'était les tracts, c'était les relations interpersonnelles. Aujourd'hui, tout est... tout. Une grande partie est dématérialisée. Il y a une sorte de communication verticale et non plus horizontale. C'est ce qu'a proposé le mouvement En Marche, hein, et ce qui a permis, entre autres, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence. Est-ce que ça, vous l'envisagez en tant que journaliste pour décrypter et en tant que communicant pour proposer des stratégies ? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Twitter, Facebook, Instagram, ce sont les tracts du 21e siècle, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui... En plus écologique. Alors déjà, Oui. il y a plus, voilà, ça c'est un peu un argument. Repris par Ça certains consomme de candidats. l'électricité. Repris par certains Ça candidats. ça consomme beaucoup d'électricité un ordinateur. hein. c'est vrai. Donc je ne sais pas si c'est si écologique que ça, mais au-delà de ça, on parlait tout à l'heure de modernité. Les gens sont sur Facebook. Il faut quand même ne pas oublier qu'en France, il y a 63 millions de personnes sur Facebook. Exactement. Donc si on veut toucher quelqu'un, il suffit d'avoir sa page Facebook, et là on va impacter beaucoup plus qu'avec Et des on saute le tracts, filtre quoi. journaliste. Moi, je vois... Il n'y a pas une sorte de communication directe. Alors, je un pense peu que fausse, hein. un peu faussé quand même, parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je crois que les hommes politiques ou leurs équipes de communication voient les choses en complémentarité. Bien sûr que c'est très bien d'adresser un message en direct, mais on sait aussi que ce message risque d'être repris dans les médias. Hein. En revanche, je vois une petite différence, moi, quand même, par rapport à cette période où on tractait, par exemple, abondamment. C'est-à-dire que là, on était vraiment dans du volume, on envoyait un message commun absolument à tous les gens que vous croisiez, à qui vous distribuiez votre tract. Désormais, grâce à l'approche numérique digitale, on arrive à personnaliser le message. C'est ça qui devient très intéressant, parce qu'on établit des catégories potentiellement d'électeurs et on leur envoie certains types de messages. Tiens, ceux-là peut-être sont-ils des indécis, on va encore envoyer un autre type de message. Vous voyez, on arrive quand même du marketing à rentrer... politique. Et On ben rentre voilà, plus on est dans en le plein dans ce marketing politique. On rentre de plus en plus dans le marketing politique. Ça, c'est une Est-ce qu'en évidence. Corse, vous avez le sentiment que... On a un petit peu parlé du président de l'exécutif et du président de l'Assemblée de Corse, lapsus, Jean-Guy Talamone et Gilles Siméon. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils appréhendent totalement ces outils ? Oui. Ah oui, pour moi, le tweet, au niveau de l'Assemblée de Corse, l'Assemblée exécutive Oui, et exécutif l'Assemblée, et l'Assemblée- l'ensemble, l'Assemblée les de deux, Corse. pour aller vite, savent utiliser ces outils-là. Oui, largement. Qui largement. utilise le mieux ? On avait fait une émission Le meilleur communicant, mais qui utilise le mieux Twitter et les réseaux sociaux ? Je pense qu'au niveau des tweets, j'allais dire, ils sont tous les deux. Il y en a pas un qui l'utilise plus que l'autre ou moins que l'autre. Enfin, moi, je trouve qu'on est quand même dans une approche qui est encore relativement basique. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Jérôme. Je ne suis pas sûr que ce soit une stratégie numérique. La plupart du temps, moi, je trouve que nos hommes politiques ont une utilisation en Corse, comme n'importe qui autour de cette table peut l'avoir. On photographie des événements auxquels on participe, qui nous semblent importants. Mais on l'a sur Facebook, voilà, parce qu'il n'y a pas que Twitter. Ce que j'allais dire, en Corse, il y a quand même, et c'est pas récent. Regardez ce que font les candidats, simplement pour terminer, les candidats actuels aux législatives. Ils sont tous en train de donner leur tournée. Vous voyez, ils utilisent vraiment on commence à avoir des Twitter vidéos, comme moi, j'en ai quelque vu chose cet après-midi, d'assez... on commence à avoir des réunions publiques qui sont filmées, qui sont diffusées sur Facebook. Mais j'allais dire, aux législatives précédentes, Internet et Facebook étaient déjà largement utilisés. Ouais. C'est pas... Mais je trouve qu'on est dans une utilisation qui est entre-deux, assez en fait, basique, classique. assez classique. Ouais. Allez, 140 signes et 40 secondes pour résumer votre pensée, pas en 140 signes, messieurs, je vous rassure. 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. Une élection peut-elle se gagner, voire se perdre, tiens, en 140 signes ? Je ne pense pas qu'on puisse perdre une élection en 140 signes. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que alors Twitter,
les réseaux sociaux plus généralement sont devenus des outils qui sont complètement incontournables et on ne peut pas faire une élection sans ça. En revanche, il reste les médias traditionnels qui existent. Ce qui fait gagner ou peut-être perdre une élection, c'est peut-être un débat présidentiel où on réussit ou on réussit pas. Et là, on peut s'apercevoir qu'un candidat peut perdre 3-4 points assez rapidement. J'allais dire, les médias traditionnels restent quand même importants et c'est eux qui font l'actualité. Et puis c'est eux qui maîtrisent, j'allais dire, qui rythment les campagnes. Le tweet, c'est de l'information qu'on envoie tout simplement. Puis c'est juste ce que vous dites, Jérôme, j'acquiesce. Parce que pendant cette campagne présidentielle, on a vu que la télévision avait joué un rôle essentiel. Les débats. Essentiel. Les débats lors des primaires, les interventions, évidemment. Sébastien ? Bien, écoutez, le jour où ça se gagnera sur 140 signes, je crois qu'on pourra tous plier nos valises et s'en aller. Le système sera parti complètement à volo. Non, je caricature un peu, mais c'est vrai que je vais rejoindre un petit peu ce que vient de dire Jérôme. Moi, j'ai été frappé, par exemple, sur l'entre-deux tours de la dernière présidentielle française, de l'importance de certaines séquences qui n'ont rien à voir, pour le coup, avec les réseaux sociaux, même si elles ont été abondamment reprises sur les réseaux sociaux. Bien sûr, le fameux débat de second tour. Il y a eu aussi cette séquence à Amiens, à Whirlpool, vous vous rappelez, où les deux candidats se sont croisés. Ça a été très abondamment repris sur Whirlpool, mais sur les réseaux sociaux. Mais il n'en reste pas moins que la vraie séquence politique, celle qui se joue dans la vie de tous les jours, à mon avis, reste la plus importante. Merci beaucoup à vous deux d'avoir échangé sur cette question. En interrogeant l'utilisation des réseaux sociaux, c'est aussi un décryptage de la communication politique que nous vous proposons avec les mutations du numérique. Quelles sont les nouvelles stratégies, les stratégies politiques, les stratégies de communication politique? Nous en parlons avec Marie-Ange Philippe et Xavier Havre. C'est le débrief culture. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Marie-Ange, c'est avec vous que je vais commencer cet ouvrage de la communication Politweet aux éditions L'Harmattan d'Alexandre Eyries. Oui, vous le prononcez à l'anglaise. Eyries, ok. Eyries. Oui, donc c'est un ouvrage assez savant, assez universitaire dans le style. Alors, il commence son livre par situer le contexte où tout a basculé en fait, et il situe ça dans le jour où tout a basculé dans le tout numérique, et il situe ça la période de l'élection de Barack Obama. Effectivement, Twitter n'était pas un réseau social très vieux, c'était en 2006 ou 2007 je crois la naissance de Twitter, et il explique comment à leur tour les politiques européens, et il se penche en particulièrement sur les Français et les Québécois, ont investi massivement Twitter. Et comment ce réseau social est devenu la référence de la communication numérique politique. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que tout au long, on voit un petit peu en filigrane la critique de la course effrénée à une fausse démocratie participative. Voilà, Twitter et le dialogue instauré, qui n'est parfois pas un dialogue d'ailleurs, comme le disaient Sébastien et Jérôme, c'est souvent un peu trop souvent des agendas. Et un peu repris par les politiques comme une vitrine de démocratie participative. Voilà. Politweet, il est bien ce terme, hein? Oui. C'est une bonne contraction. Oui. Xavier. Xavier, vous avez convoqué les forces de l'esprit. Voilà, évidemment. Et je pense ne pas être hors sujet, voyez-vous, parce que... enfin, pas bon historien, parce que je ne sais pas si je suis bon historien, mais en historien, on va dire, modeste que je suis, j'aime bien recontextualiser. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de parler de la nouvelle forme de communication. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, alors bien sûr, les moyens, on en parle, tweet, réseaux sociaux, tout ça, c'est nouveau. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui perdure et qui a toujours existé, c'est-à-dire des hommes politiques en avance sur leur temps, qui savent utiliser les moyens dont ils disposent à l'époque? Et c'est le cas, et je me suis dit, j'ai envie de parler de Mitterrand. C'est surtout ça, en fait. Voilà. On a bien compris. Voilà, de François Mitterrand. Et il y a un DVD qui est sorti en 2016, qui s'appelle François Mitterrand, le pouvoir de l'écran. Et je trouve que ce coffret, alors c'est un coffret, je ne sais pas si on peut dire savant, mais c'est plus de 6 heures d'enregistrement, c'est très long. Bon, ça ne se voit pas 6 heures d'affilée, ce sont des extraits, donc il y a un peu de tout. Il y a plein d'émissions, des émissions politiques, des journaux télévisés de l'époque. Ça va de 65 premières candidatures de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Vous savez, celle dont il disait que c'était un coup d'État permanent, mais quand même, ça l'a bien arrangé 2 fois. Et jusqu'en 93. On retrouve notamment ce fameux discours sur Maastricht,
cet entretien face à Philippe Séguin. Et tout ça pour montrer que finalement, on voit l'évolution d'un homme et comment il a réussi à utiliser la télé à son avantage et devenir ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle un sophiste, un expert de l'oralité, de la parole, le maître de l'éloquence quand même. Alors il y avait déjà eu De Gaulle qui avait apprivoisé largement et sans doute c'est même le père de tout le monde pour la communication télé dans les années 50 et les années 60. Mitterrand, dans ce sens-là, à mon avis, est le continuateur. Il est même allé au-delà. C'est-à-dire qu'on se souvient tous, au moins, même si ce n'est pas notre époque, on l'a entendu, d'une diatribe, d'une interview télévisée de Mitterrand, d'une remarque face à un adversaire. Et je trouve que finalement, au cœur de Mitterrand, il y avait la férocité. C'est ça qui m'intéresse aussi. L'humour, la déstabilisation de l'autre. Un peu comme si j'essayais de vous déstabiliser. Bon, vous, c'est compliqué parce que vous avez un petit peu tout, la férocité, humour. Ça, voilà. Je suis mitterrandien, je suis jupitérien, c'est ça. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que bon, ces plus de 6 heures d'entretien sont assez passionnantes. Mais c'est vraiment le changement quand on voit Mitterrand 65 qui est tout timide, enfin qui a apprivoisé un peu les médias, a apprivoisé la télévision, et qui est devenu l'un des maîtres de la communication d'une manière générale, y compris par les constructions, mais c'est un autre débat parce que là aussi pyramide du Louvre, etc. C'est une façon de communiquer. Et je trouve que communication politique, voilà, c'était un maître. Et puis communication politique a pris son envol avec François Mitterrand lors du premier septennat. Il avait comme conseiller Jacques Pilan qui a instauré cette idée chez les hommes politiques de la parole rare, de segmenter aussi le message politique. Pour être honnête et clair, ça allait bien avec le septennat. Peut-être qu'avec un quinquennat, avec des réseaux sociaux, nous l'avons dit avec Sébastien et Jérôme, cela est peut-être un peu plus délicat. Des tweets sélectionnés. Oui, parce que les vrais vainqueurs... Vous vous êtes fait plaisir. Oui. De temps en temps, il faut bien. Non, les vrais vainqueurs de cette élection, ce sont quand même les internautes. Oui. Voilà, c'est le monde virtuel, c'est le monde de... Le monde virtuel, c'est le monde de l'ironie aussi. Et non, mais c'est pas anodin parce que ça participe beaucoup à ce fameux ressenti un peu inexplicable qu'on a face à un candidat. Les guignols rendaient sympathique Jacques Chirac. Les tweets rendent ridicule Jean-François Copé. Bon, vous allez me dire, il n'a pas besoin de beaucoup. Il se débrouille très bien tout seul. Donc j'avais envie de voir un petit florilège de ses meilleurs tweets. Et de nous faire plaisir. Oui, pendant la campagne présidentielle. Elle est magnifique, cette image, je l'adore. Elle me fait trop rire. Et on le voit complètement esselé. Enfin bon, bref, il manque plus que le pourcentage sous pour la ceux qui photo. l'ont pas reconnu, c'est évidemment Jean-François Copé dans son plus bel appareil. Et alors parfois, et je trouve que c'est une attitude un peu mauvaise de certains politiques. Parfois, la magagne poussée un peu trop loin. Ils se recroquevillent un peu sur leur personnalité. Ils commencent à bloquer des personnes. Christine Boutin, par exemple. Et je trouve que... Christine Boutin, excusez-moi. Christine Boutin, ça a été un vrai régal durant la fin du second tour de l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut qu'elle monte un one-woman show. C'est quand même grotesque. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si Yvonne de Gaulle tweetait aujourd'hui, vous voyez, donc ça en est resté à peu près là. Donc les époques qui se croisent. Qui s'est interrogée, Christine Boutin, sur le score. Sur la messe. 66, au départ 66,6, elle s'est interrogée si ce n'était pas un signe du diable, en effet. Effectivement, les Illuminati, le diable... Tout est là, Christine Boutin. Et on ne sait plus où elle veut en venir, on est complètement perdu. Bref, donc moi ça m'a beaucoup fait rire et ça a participé un peu à égayer cette campagne présidentielle. Et puis ça a été assez pertinent. Et j'en profite pour saluer le travail du community manager de Corse Matin, qui a été juste un régal. Qui est tout simplement génial, le community manager de Corse Matin. Durant toute la campagne, pendant le débat du second tour, il a été très performant. Le message est passé à Sébastien Pisagne et à nos collègues de Corse Matin. Xavier, autre film beaucoup plus récent. Ouais, alors c'est vraiment juste un clin d'œil puisque on est en plein comparer, il y a eu quelque temps la nomination du gouvernement. Non, c'était surtout un rappel du documentaire qui avait été diffusé sur Emmanuel Macron aussi sur les coulisses. Alors les coulisses en général, ça peut être intéressant. Bon, moi je trouve que le documentaire n'était pas d'une grande valeur au niveau du documentaire, mais il était intéressant parce que du coup on voit évidemment l'arrière-boutique, si je peux m'exprimer ainsi, et on voit la façon dont on fait les campagnes et on voit bien quand même que une époque a un peu changé, alors on le voit dans le documentaire, souvent avec son portable, l'utilisation des tweets, des médias, des réseaux sociaux aussi. Bon, c'est en fait, on aurait pu prendre pour n'importe quel candidat, j'imagine, qui avait gagné. Peut-être un documentaire était prêt pour chacun d'entre eux, sauf pour Madame Le Pen, parce que visiblement il n'y a pas de stratégie. Donc, pour le coup, voilà, je voulais juste faire ce petit clin d'œil. En tout cas, le documentaire, on peut encore le voir. Il est intéressant pour ça, pour ce qu'on voit de la façon de mener une campagne, et puis
On nous parle de médias, de partis finalement. On nous parle d'entrepreneurs de la politique, quand on le qualifie, de mouvements transpartisans, de gouvernements peut-être entre guillemets transpartisans aussi. C'est intéressant de voir comment la communication est gérée et surtout comment va être gérée la communication de ce nouveau gouvernement. Pour le moins étonnant. Alors, ce qui est intéressant dans le documentaire que vous avez proposé sur Emmanuel Macron, et quand on voit rétrospectivement le film, les plusieurs heures sur François Mitterrand, c'est aussi cette idée de start-up. Alors, c'est récent les start-up, mais vraiment, c'est assumé de la part de l'équipe de communication d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, ben moi, j'y vois un petit côté mitterrandien quand même. Alors, peut-être même rocardien, je ne sais pas, c'est peut-être par rapport au Premier ministre ou quoi, mais il y a un petit quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que Macron, en tout cas, même sur la com, je pense, est plus près de Mitterrand que de François Hollande. C'est pas faire injure à François Hollande que de reconnaître que bon, c'est un peu péché quand même. C'est un peu péché. Ouais. Merci beaucoup à vous deux pour ce débriefing culturel de notre sujet du soir et plus largement de la communication politique au XXIe siècle avec les réseaux sociaux notamment. Je vous dis à très vite, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h et c'est sur France 3 Corse via ST là évidemment.